Cette semaine, dans This is my story, nous recevons Alexis Onestas. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Ça va toujours bien quand je suis au pays. Bon, ben c'est une bonne chose. Tu sors d'une conférence. Exactement. Enfin, au moment où on parle. Ouais, au Café Papier. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapidement? Eh bien, écoute, c'était super impressionnant de voir le nombre de personnes qui se sont déplacées pour échanger avec moi sur mon parcours. C'était vraiment gratifiant et de voir autant de reconnaissance. Et j'ai pu parler justement au Café Papier avec Anne-Gaëlle de justement de mon parcours, de ce que je mets en place, des différentes structures, de comment j'ai pu être amené à créer tout ça. Et c'était franchement super intéressant. J'ai eu un petit moment d'échange après avec le public. Et c'est toujours cool parce que la Guadeloupe reste un endroit, reste une vibration super importante pour moi. À chaque fois que j'ai un projet qu'il soit international ou qui soit plus lié à l'Afro-Caraïbe, ça reste un territoire prioritaire pour moi, et que justement les gens ressentent cette volonté d'amener des choses ici, tu vois, c'est super gratifiant, ça me fait vraiment super plaisir. On va refaire ton parcours aussi ensemble. Pas de problème. Forcément. Alors déjà, je suis particulièrement content de te recevoir, et comme Merci. je te le disais, c'est parce que à la création du média, tu faisais déjà partie de la shortlist. D'accord. Et des modèles que nous on avait en se disant, bon ben voilà, on cherche des entrepreneurs, lui c'est un exemple. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que dans tes projets, l'une des choses que tu avais, l'un des déficits que tu avais identifié, c'est que on n'avait pas souvent de personnes de notre communauté à qui s'identifier, Ah oui, clairement. notamment dans l'entrepreneuriat. Finalement, aujourd'hui, tu deviens de ces modèles pour moi. Écoute, merci déjà. Merci, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de voir cette reconnaissance, c'est vraiment cool, et de la vivre comme ça, c'est vraiment cool. Mais moi, c'est quelque chose vraiment que j'essaye de mettre en place et que j'essaye réellement d'alimenter, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de mes modèles, parce que j'ai fait en sorte de les rencontrer, de créer des projets autour d'eux et pour pouvoir vraiment échanger avec eux. Et je sais à quel point c'est important, notamment pour la nouvelle génération, d'avoir ce genre de personnes, parce que je suis un enfant des années 80. Moi, à mon époque, et ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est des personnes que je respecte beaucoup, mais c'était soit Yannick Noah, soit Joe Star. En vérité, on n'avait pas d'autres modèles qui étaient crédibles dans leur domaine et qui faisaient des choses intéressantes. On en avait très peu. Et aujourd'hui, le fait qu'il puisse y avoir une multitude de personnes dans plein de domaines différents, c'est super intéressant pour les plus jeunes. Même si j'ai un premier reproche à faire, je trouve que les plus jeunes, justement, ne diguent pas assez sur ce genre de choses. Tu vois, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on peut plus me dire que on n'a plus d'exemples, on n'a plus de modèles. Si tu digues un petit peu, il y a toujours quelqu'un qui a fait la chose avant toi, tu vois. Et donc, c'est essentiel. Mais après, c'est aussi notre rôle à nous. Et c'est ce que je fais, on va en parler avec les bouquins, d'amener l'information aux plus jeunes et de leur donner justement ces clés-là. La transmission. On va reprendre au départ. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben écoute, je suis Alexis Onestas, multi-entrepreneur originaire de Marie-Galante, qui a grandi dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Je suis à la tête de différentes structures qui sont, on va en parler dans le détail, mais qui sont principalement liées à, on va dire, à l'entertainment et à la musique, même si on fait plein de choses différentes, mais c'est toujours autour de cette passion-là qui m'anime depuis mon plus jeune âge. Et là, le dernier gros projet sur lequel je travaille, c'est Omax Books, qui est en fait une maison d'édition où je traduis des livres américains en français et que je distribue dans toute la francophonie. Marie-Galante, donc c'est là où démarre ta vie? Non. Tu es né là-bas ou tes parents sont juste originaires? Voilà, mes parents sont originaires de là-bas. Ok. Mais moi, je suis né dans le 92. Ok. Voilà. Donc, les années commencent à Épinay. J'ai vu que c'est là que tu as démarré pas mal de choses dans le fanzine. À quoi ressemblait, toi, ton enfance? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Ouais, moi, j'ai eu une enfance... Moi, j'ai une enfance de rêve parce que je suis le dernier, je suis le petit chouchou. Tu vois? Donc, en réalité, j'ai eu la chance d'être influencé par mes deux frères qui sont très différents. Donc, j'ai eu la chance de prendre des énergies très différentes, mais très nécessaires.
Et surtout, il y a eu cette fameuse nuit où ils m'ont forcé à regarder la télé tard, parce que à cet âge-là, je devais être encore, je devais être déjà en train de dormir, mais regarder l'émission Rapline sur M6, qui était une émission en fait où les premiers rappeurs français ont eu la chance de pouvoir tourner des clips qui étaient produits par M6 et diffusés dans Rapline. Et ce soir-là, je vois le clip de NTM qui est tourné à Saint-Denis, donc à quelques kilomètres à côté de chez ma tante, à quelques kilomètres d'Épinay. Et pour un enfant des années 80, comme j'ai dit, la télé est l'alpha et l'oméga. Et quand tu reconnais des gens qui te ressemblent, qui habitent près de chez toi, et qui font quelque chose que tu comprends pas du tout, parce que c'était tout nouveau le rap à l'époque, mais que tu reconnais des gens qui font quelque chose avec une énergie différente de ce que tu vois d'habitude, tu plonges dedans et puis t'en ressors jamais, et puis 40 ans après, tu racontes cette histoire-là dans les histoires, quoi. Donc t'as ce premier rapport via la télé par rapport à tes grands frères. C'est ça. Combien de temps arrive après ton premier rapport, entre guillemets, même si c'est pas clairement identifié, à l'entrepreneuriat avec la fanzine, le fanzine que tu crées? J'ai pas compris l'ordre de la question. C'est-à-dire que... Alors, tu as ces images que tu vois à la télé. Et dans les recherches que j'ai fait, sauf si je me trompe sur l'âge, je crois que c'est à 15 ans, tu crées le... Ah oui, d'accord, ok, ouais. À 15 ans, je crée le fanzine. Même si avant ça, c'était un peu obligatoire, entre guillemets, à l'époque. J'ai tout fait, c'est-à-dire j'ai tagué, j'ai graffé. Donc, à cette époque-là, tu graffais déjà. Moi, tu sais, non mais vraiment, à partir du moment où j'ai vu ce clip, ma vie a tourné autour de ça d'une manière directe, indirecte, en tant qu'auditeur, en tant qu'acteur, en tant que, tu vois, plein de choses, mais ma vie a tourné autour de cette énergie à partir du moment où j'ai vu ce clip-là, tu vois. Alors après, c'était amateur, tu vois, mais comme je t'ai dit, j'ai dansé, j'ai rappé, je m'appelais déjà au max avant de créer le fanzine au maximum, parce que c'était mon nom de tagger. Ça a été mon nom de danseur, ça a été mon nom de rappeur, c'était mon identité. Il y a d'ailleurs plein de gens qui, très, très tard, ont découvert que je m'appelais Alexis parce qu'ils ne connaissaient même pas mon prénom, tu vois. Et voilà, et à ce moment-là, je crée le fanzine à 15 ans parce que justement, j'ai envie de rassembler tout ce que tu vois dans ces différents milieux que tu côtoies. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rassembler cette énergie autour un seul et même projet. Et moi, à l'époque, je suis toujours le mec avec les magazines sur lui, l'affiche, Radical, RER. Et j'adore ces magazines-là, mais je leur reproche aussi d'être beaucoup aseptisé et d'être beaucoup hypocrite par rapport à la musique, parce que j'ai pas encore en tête les obligations commerciales qu'ont ces magazines. Moi, je suis un fan qui donne son avis. Eux ont des obligations commerciales, prennent de la pub, les maisons de disques... les maisons de disques achètent de la pub dans les magazines, donc il y a une certaine sorte de, tu vois, de complicité, entre les deux. Et c'est ce que je découvrirai après. Mais à l'époque, moi, je suis juste un gars de 15 ans qui trouve que lui, ce rappeur-là, il est pourri, et qui vient de lire une chronique où le magazine dit que c'est le rappeur du siècle. Et tu rajoutes à ça le côté un peu, même pas un peu, le côté très chauvin et très clan de l'époque. Tu vois, moi, je viens du 93, il y avait rien de bien, à part le 93. Allez, à la rigueur, les sages poètes de la rue, 92, qui étaient liés un petit peu à NTM d'une certaine manière, c'était bien. Sinon, tout le reste, c'était nul. Marseille, c'était nul. Le 95, c'était nul. tu vois, c'était un peu notre manière de voir les choses, tu vois. C'était pas du tout la réalité. Il y avait plein de talents partout, mais nous, on voyait ça comme ça. Et donc, je crée ce magazine-là en réponse à cette énergie-là, quoi. Et quelle ambiance il fait quand tu graffes, quand tu danses? Moi, j'ai aucune idée parce que j'ai jamais fait. Mais il y a, c'est quand tu vas graffer, bon, c'est pas légal. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine insécurité ou peut-être qu'à la police ou j'en sais rien? Faut vraiment remettre les choses dans un contexte. On n'a pas Internet, on n'a pas de téléphone. On a une information qui nous arrive, mais qui est ultra, comment t'expliquer? Qui est ultra conditionnée. C'est-à-dire que la télé et les journaux et la radio sont en fait les seuls médias qui te donnent l'information, donc il y a plein de filtres. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux aller chercher l'information un peu où tu veux, tu vois. Et le hip-hop, de manière générale, les différentes disciplines
te donne un sentiment de pouvoir, un sentiment d'infini, en fait. Quand moi, je passais quelque part et que je taguais au maximum, que ça soit dans des endroits simples comme le lycée ou quoi, etc., ou que ce soit dans la rue, quand j'ai fait les premières parties de Bustaflex, de Pete Bacardi en concert, etc., quand on a fait des mixtapes, quand on a dansé, quand on a fait des spectacles et tout, etc., même quand on dansait pour rien, en fait, quand on était dans la rue, ça nous donnait une identité. Parce qu'on était personne. On était des jeunes de banlieue qui n'existaient pas, qui n'avaient pas particulièrement de but, parce qu'on n'avait pas de modèle qui avait fait des choses avant nous. Tu vois, donc on savait même pas ce qu'on allait devenir, parce qu'on n'avait pas forcément de voix devant nous, ou alors on avait une voix qui était guidée par nos parents, qui nous disait d'avoir un travail normal, de pas faire trop de bruit et de réussir une vie classique. Et en fait, c'est pas ce dont à quoi tu rêves quand t'as 15 ou 16 ans, tu vois. Donc le hip-hop nous donnait une forme de liberté, de puissance, de force, surtout en groupe. Et puis surtout, c'était ton identité. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, moi j'étais au max, et quand t'arrives et que tu te présentes, tu dis au max, ça te donne une... Tu vois, une... Il y a une histoire derrière ton blast à l'époque. Est-ce que c'est au max, le fait que tu te donnes à fond? Il y a ce mix de ça. Il y a deux histoires parallèles. Il y a ce mix de ça. Donc au max, voilà, le fait d'aller au maximum des choses. Mais il y a aussi le fait que lorsque je dansais, j'ai dansé pour un prof de danse qui s'appelle Francis, qui est décédé aujourd'hui, mais qui faisait partie du groupe Boogie Sai. Et Boogie Sai, c'était le groupe qui dansait derrière Solar. Donc nous, on dansait pas derrière Solar, nous on était des jeunes, mais lui dansait en tout cas dans ce groupe-là. C'était un danseur super talentueux, malheureusement il est parti trop tôt. Et un jour, donc, je fais les liens, et un jour je vois la boss de Boogie Sai, qui s'appelle Max Lore, danser. Et je suis subjugué par le talent de cette femme qui danse, tu vois, vraiment, tu t'accrochais à des personnes qui te ressemblaient, qui faisaient des choses exceptionnelles tout de suite, tu vois. Et quelques jours, je sais pas, tu sais, le temps est un peu particulier dans ces moments-là, mais quelques jours après, je vais en cours d'anglais et j'apprends que O'Connell, O'Brien, O'Connor, tu vois, ça veut dire, pas directement, mais ça veut dire la famille de Connor, la famille de, enfin, tu vois, le clan de Connor, le clan de machin. Et moi, je vais être du clan de Max Lore, tu vois, donc je vais pas m'appeler au Max Lore, donc je vais m'appeler au Max, et tu sais, tu remixes comme ça, ouais, je suis au Max et tout, machin. Et au Max, ça sonne bien. En plus, en graffiti, c'est parfait parce que c'est rapide et tout, donc c'est nickel. Et le au maximum, c'est venu du fait que tous mes idoles, Bustaflex, Cool Chain, Joey Star, avaient en fait 2 noms. Et donc, il me fallait un nom aussi. Voilà, c'était comme ça. C'était très, beaucoup de, pas d'imitation, mais beaucoup de mimétisme. Et donc, il me faut un nom, donc Simom, et en graffiti, en fait, je taguais ça sur 2 lignes. Donc, OMAX, 6MUM. Ouais. Le O sous le 6, le M, tu vois, sous le M. C'était super symétrique, c'était vraiment, vraiment, vraiment stylé. Et donc, tu gardes ça, et voilà, c'est devenu un peu ma marque. Ta marque de fabrique. Exactement. Ils font quoi, tes grands frères? Ils sont dans le même move que toi, hip-hop, ou pas vraiment? Comme je t'ai dit, j'ai 2 grands frères très différents. Donc, j'ai un premier grand frère, le plus aîné, qui écoute Michael Jackson, qui écoute Prince, qui joue de la guitare, qui écoute Lenny Kravitz, tu vois, qui est vraiment là-dedans, et qui est dans des études très, très sérieuses, informatiques, à l'époque où vraiment c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, tu vois, voilà. Et j'ai un autre frère un peu plus artistique, qui lui est rap aussi, est graphiste, tu vois. Donc lui qui est à fond dans le truc, mais comme toi, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais tu vois, les deux me guident, mais en même temps, les deux me donnent une énergie nécessaire. Parce que peut-être que s'il y avait que des frères artistes, et ben au final j'aurais été que dans la partie artistique et je serais pas devenu qui je suis aujourd'hui. Mais comme j'avais un frère un peu plus dans la réflexion et dans le travail un peu plus classique, j'ai pu voir les deux côtés, et en fait je suis vraiment réellement, et on me le dit très souvent, je suis vraiment le mix de mes grands frères. Voilà, vraiment, clairement, parce que sans l'un j'aurais été trop classique, sans l'autre j'aurais été peut-être trop artiste. Et si j'ai ma place aujourd'hui là où je suis, c'est vraiment grâce à eux et grâce aux influences que j'ai vraiment mixées entre les deux. Du coup, revenons au fanzine. Ouais. Tu le crées. J'ai vu que tu vas avoir du coup Bustaflex pour être... Exactement. Sous la couverture. Bah ouais, mimétisme encore, hein, parce que je fais le magazine, et le premier numéro, je le consacre à Épinay. Chauvinisme, comme je t'ai dit, voilà, je veux tous mes gars dedans.
Et donc, je vais aller voir un par un, tous les mecs qui rappent, tous les mecs qui dansent, tous les mecs qui grappent. Je vais voir les gars à Épinay, je leur dis, voilà, je suis en train de faire un magazine. J'ai le dictaphone que j'ai volé à mon père, qui est saxophoniste, amateur, hein, tu vois, mais qui est saxophoniste, donc il enregistre ses sessions saxo. Je prends son dictaphone et j'enregistre, en fait, les interviews de mes gars sur son dictaphone. Je prends un appareil photo jetable. Je sors les photos, je les scanne. Ah ouais, c'était vraiment, on est vraiment dans le magazine de fans, hein. On n'est pas dans un truc, faut pas que tu imagines ça comme un vrai magazine en papier glacé, hein. C'est une photocopie noir et blanc, etc. Et donc, je fais les interviews, tout se passe bien, je fais ma petite mise en page sous Word et tout ça. Tout c'était cool. Et à un moment, je dis, mais quand même, pour ce magazine, si je veux vraiment être un magazine, il faut une star en couverture. Il faut que tu envoies direct quelqu'un. Voilà. Ouais, mais en fait, il faut une star en couverture. Et comme je fais le magazine de Épinay, la star à Épinay, c'est Bustaflex. C'est lui qui a sorti un album, c'est lui qui est signé chez Cool Chain, il est signé en maison de disques, il travaille avec Cool Chain, il est from Happy People, on le voit à la télé, il nous rend super fiers. En plus, c'est un très bon rappeur, tu vois. Donc, voilà. Donc, je demande à la ville où est-ce qu'il habite. Et moi, j'ai pas les codes, tu vois. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment. Clairement, à ce moment-là, t'as aucun rapport avec lui. Ah non. Il connaît vaguement mon frère parce qu'ils se sont croisés, tu vois, sur des trucs de rap et tout. Mais moi, je viens du centre-ville, qu'on appelait Super M. Et lui vient d'Orgemont. Et en plus, à ce moment-là, nos quartiers sont pas en super entente, histoire de quartier. Et donc, en fait, moi, je traîne pas Orgemont, je connais pas, voilà. Mais on me dit qu'il habite à tel endroit. Et je vais sonner chez lui, et je sonne à l'interphone, et je lui dis, salut Busta, est-ce que je peux avoir une interview? Je suis un petit d'Épinay, est-ce que je peux avoir une interview? Et en fait, il m'a expliqué des années plus tard que s'il a accepté, c'est parce que tout le monde venait lui demander un freestyle, un featuring, un machin, et que moi, j'étais un petit d'Épinay qui faisait autre chose. Qui faisait, en fait, un nouveau truc, et ça l'a tellement étonné, qu'il a dit, tu sais quoi, ce petit, je vais lui donner sa chance, et si ça peut l'aider, c'est cool. Il est descendu dans le hall, on a fait l'interview et il a clairement changé ma vie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que s'il m'avait dit non, peut-être que j'aurais dit ah mais voilà, et je réussis à faire des choses avec les amateurs, avec les débutants, avec les gens de mon quartier. Mais dès qu'il y a le plafond de verre des stars, ça ne fonctionne pas. Lui m'a fait comprendre que il me donnait ma chance, que c'était une star, que je le connaissais pas forcément. Et qu'en fait, en travaillant et en allant au culot, je pouvais avoir tout le monde, en fait. Et sans m'en rendre compte, en fait, il m'a déverrouillé un truc mental qui m'a fait dire après, je peux interviewer tout le monde, en fait. En fait, je suis un journaliste et ce que font les magazines que je critique, en fait, je viens de le faire avec Bustaflex. Donc, voilà, on fonce. Mais en même temps, tu y vas, mais dans ce que je lis, à aucun moment tu doutes ou bien tu as peur, tu y vas comme ça, tu sonnes dans son hall, tu le connais pas. Tu lui proposes le truc, tu vas vraiment avec audace, et finalement, il accepte. Donc... Le hip-hop. En fait, tu sais, moi, j'apprends le hip-hop par des gens comme NTM. Quand tu connais l'histoire d'NTM, ce sont des graffeurs, et en fait, ils croisent dans le métro Johnny Go, qui était l'un des premiers rappeurs à signer en France, tu vois, un album sur un label. Et Johnny Go lui explique dans le métro, il explique à Joe Star et Cool Chain que il y a des classements dans le rap, et que, enfin, dans le hip-hop, il y a des classements, et que les taggers sont derniers, et que les rappeurs sont premiers. Et Joe Star, il dit, nous aussi, on va rapper. Nous aussi, on va rapper, on va te mettre à l'amende, et tu vas voir qu'on sera plus chaud que toi. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça l'énergie du hip-hop, en fait. C'est-à-dire que on sait pas faire de la musique, on sait pas jouer des instruments, on n'a pas les moyens de s'en acheter, donc on prend un sample, on le met en boucle, et on fait une musique, et on fait du rap. Tu vois, on est à l'époque pas reçu et c'est impossible d'être dans les galeries d'art, et on prend une bombe et on écrit, on dessine sur les murs. On n'est pas dans les grands opéras, dans les cours de danse, on n'a pas envie de mettre des tutus ou tout ça, et on met un carton par terre et on tourne sur la tête. C'est ça en fait l'énergie du rap, de la manière dont moi je l'ai compris, et de la manière dont moi on me l'a appris. Donc moi j'ai envie de faire un magazine, je fais un magazine. Tu y vas à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. C'était pas du tout ni une compétence particulière, ni le fait que je sois un génie, pas compris de la communication. Non, c'était juste que t'as envie de faire un truc, tu y vas. T'as envie de faire un truc et tu le fais, quoi. Tu vois? Et pour moi, c'est ton premier rapport ensuite à l'entrepreneuriat. Ouais. C'est que ce magazine,
finalement tu le vends. Enfin, Ouais. on parle pas de que tu le vends, Si, tu je le demandes vends. aux gens Ah ouais, de c'est te ça. donner ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce que je sais pas combien je peux le valoriser. Alors à l'époque, j'avais pas ce terme-là, tu vois. Mais je sais pas comment je peux le valoriser. Il y a une fête de quartier. Et donc, tu vois, à la fête de quartier, j'étais même pas invité, j'avais même pas de stand. On a pris une table, je sais pas où. On a collé des affiches derrière moi et je me suis incrusté dans la fête de quartier en question. J'ai mis mon magazine, j'ai dit donnez ce que vous voulez. Et je te jure que je n'oublierai jamais ce moment où j'ai construit un projet de from scratch, tu vois, de zéro, tout seul dans ma chambre, avec Word et avec mes photos scannées, et avec mes interviews que je recopiais, tu sais, mais vraiment avec un dictaphone où je mettais play, je tapais une phrase, pause, je me tapais une phrase, tu vois, c'était vraiment ça, tu vois, fallait recopier l'interview après. Et à un moment donné, quelqu'un me donne de l'argent pour ça, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas comme si j'avais, et encore c'est très très respectable, y a pas de souci, mais c'est pas comme si j'avais nettoyé quelque chose et quelqu'un me donne 5 francs, tiens mon petit, c'est bien, ou si j'avais fait les courses, non, là c'était vraiment quelque chose que j'avais fait De A à Z. seul de A à Z et les gens achetaient les choses et je me suis dit ok, donc en fait, et je suis rentré chez moi avec de l'argent d'un projet que j'avais réellement réalisé, tu vois, donc c'était quelque chose de marquant pour un jeune de mon âge, quoi. Et qu'est-ce que ça te débloque chez toi? Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça devient après? Le fanzine débloque chez moi. Il faut savoir que je bégayais quand j'étais petit. Mais je bégayais sévèrement. Tu vois, j'allais acheter du pain. Des fois, j'entrais sans pain parce que j'avais pas réussi à dire la phrase. Oui. Ah ouais, non, vraiment, tu vois, j'étais un vrai bègue. Et en fait, ça a débloqué chez moi, je pense, une assurance que seule une activité comme ça aurait pu me donner, parce que je te dis, le moment où Bustaflex a accepté, c'est comme s'il m'avait adoubé dans une culture et j'ai pas eu peur après d'aller voir d'autres personnes parce que j'avais son bagage-là, souhait, quoi. son accord, sa validation, en fait. Tu vois, il faut savoir que Bustaflex, c'est le premier artiste dont j'ai acheté un album tout seul. J'étais à la Fnac le jour de la sortie de l'album et j'ai acheté, parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter le CD, j'ai acheté la cassette que j'ai encore chez moi de son premier album. Mais aller à la Fnac acheter un album à l'époque, en fait, c'était une star quand tu sortais un album, tu vois, parce qu'il était signé, soit chez Warner et validé par Cool Chain, tu vois, c'était quelque chose d'énorme pour nous, en fait, tu vois. Et c'était un mec de chez nous. Et donc, en fait, ça m'a donné l'assurance d'aller voir après toutes les stars du rap français et de me faire un nom dans ce milieu et d'avoir une petite place assise sur un tabouret à ce moment-là, tu vois, mais au moins j'étais assis, quoi, tu vois, donc c'était cool. Et c'est de cette première expérience, si je me trompe pas, que tu crées ta première activité, c'est bien ça? Qu'est-ce que t'appelles la première activité? Qui va devenir c'est au maximum, c'est l'agence? ça? Ah non, l'agence est venue bien après, j'ai repris le nom de ce fanzine, j'ai repris le nom du fanzine, mais entre-temps, il y a eu énormément de choses avant la création de... Qu'est-ce qui se passe, du coup, pendant ces années? Après, en fait, il s'avère que on a été un petit peu rapidement, mais quand je reçois... Je vais à la mairie d'Épinay, je sors les premières feuilles du fanzine et je photocopie les premières feuilles à la mairie d'Épinay. Tu vois, en noir et blanc, A4, une feuille normale. Et il s'avère que j'avais pas calculé que je ne pouvais pas agrafer le milieu d'une feuille A4 avec une agrafeuse normale. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une agrafeuse, tu vois, normale, classique, tu peux pas aller au milieu de la feuille, en fait. Et donc, je vais à la librairie, je demande à la libraire, mais comment les magazines font pour agrafer au milieu? Et elle me dit, en fait, ils ont des agrafeuses professionnelles. Et je demande, ça coûte combien? Et ça me coûte un prix, voilà. Et un pote me dit que je peux aller distribuer des flyers chez Urbanact, qui est une société une agence de communication qui distribue des flyers, colle des affiches et tout, mais beaucoup pour les artistes, en fait, tu vois. Principalement pour les artistes, de musique, de manière générale. Donc c'est cool, tu vois, d'aller à un concert d'un artiste X pour distribuer des flyers d'un artiste Y, tu vois, c'est un truc cool. Et donc je fais ça, je gagne de l'argent, j'achète mon agrafeuse et au maximum commence comme ça. Et donc je reste dans cette société à distribuer des flyers pour plein de concerts différents. Et un jour, ils montent une marque de vêtements. Et à l'époque où toutes les marques de vêtements se créaient, là, tu sais, Comate, Royal Wear, Touaille, toutes les marques de vêtements de rappeurs, Bullrot Wear, tout ça.
Et eux montent leur marque de vêtements Urban Act. Et comme ça fait 2-3 ans que je distribue des flyers, ils me proposent de gérer la marque de vêtements avec eux, de faire la promotion, d'organiser les séances photos, parce qu'ils sentent que j'ai un petit truc entrepreneurial, que je fais mon magazine depuis un certain temps, et tout, etc. Et ils me proposent ça. Et donc, moi, j'accepte volontiers. Je suis à la fac encore à ce moment-là. Et c'est ma première expérience en tant que salarié. Et un jour, pour faire court, on organise un salon où, en fait, Sully Céphile, que j'avais déjà rencontré par le magazine, me débauche d'Urban Act et me dit, tu vois ce que tu fais là, chez Urban Act, et lundi, tu viens le faire chez nous. Et lundi, je me retrouve chez Royal Wear, marque numéro 1, 3 étages à Châtelet, dans un immeuble, marque internationale. Et ça a été les 3-4 ans les 3-4 ans de salariat les plus incroyables de ma vie. On a été en Tunisie faire des concerts, on a fait le tour du monde, on a gagné un prix Marionneau pour un parfum. J'ai fait un magazine, parce que je savais les faire. Au sein de Royal Wear, on a été à Cannes, on a monté les marches, c'était vraiment incroyable, c'était la marque numéro 1 en fait urbaine dans le monde, enfin dans le monde francophone bien entendu, dans le monde et au Canada, etc. Là on vendait la marque. Et voilà, et donc je suis responsable communication de Royal Wear pendant 3-4 ans. Donc là tu es dans la com. C'est ça, exactement. Tu es toujours attaché au hip-hop, toujours pratiquant, graffeur, toujours danseur. Ouais. Ok. Toujours à fond. Et qu'est-ce qui se passe après dans la com? Royal Wear s'arrête. Embrouille de dirigeants. Moi, je suis juste un salarié, je suis pas dans les papiers, tout ça à ce moment-là. Je suis pas du tout. Enfin, je suis intrapreneur. Je fais des choses dans la société, mais je suis pas dans les statuts entre guillemets. Et Royal Wear s'arrête en pleine gloire parce que les dirigeants s'embrouillent et qu'il y a des soucis entre eux, et moi je me retrouve sans rien, quoi. Et j'imagine que là, tu étais bien, tu étais à l'aise, tu faisais ce que tu aimais en fait, ce que tu faisais. Dans la meilleure équipe possible, et voilà. À aucun moment, j'imagine que tu vois venir le truc. Ah non, moi je suis au courant de rien, moi je suis salarié. Et en plus, ça fonctionne. Je fais du super bon taf, Sully est content, on fait des choses incroyables, on sponsorise un tas de personnes. Pour les plus anciens, on a sponsorisé Joe Star, bien entendu, Lady Lesty, Bustaflex, tout le monde, Double Face, les compiles de Cut Killer et Goldfinger avec carrément Royal Wear sur le CD Matt Houston, Lord City. Ouais. Tu vois, c'était vraiment c'était vraiment. En plus, tu sais, pour en revenir à ce que je disais au départ, il y avait un peu des équipes au niveau du rap français, tu vois. Donc les gars du 95 mettaient du Dia, les gars de province mettaient du Bullrot, les gars tu vois, il y avait vraiment certaines équipes. Et moi, j'étais à ma place puisque c'était la marque hip-hop, tu vois, c'était la marque des gens que je kiffais, donc j'étais au top. Et quand ça s'est arrêté, ça a été vraiment, vraiment super dur, parce que je peux pas anticiper ça, moi. Et quand ça arrive, comment, tu viens de me dire, c'est dur, comment tu le reçois, et comment tu vois la suite, et c'est quoi la suite finalement? Je suis très, très jeune à l'époque. Il faut savoir que je me suis pris moi-même en stage. Quand je suis arrivé chez Royal Wear, j'ai signé ma convention de stage moi-même 2 fois, parce que j'étais à la fois élève à la fac et à la fois mon boss, en fait, tu vois. Donc c'était assez particulier. Et donc je fais ça 2-3 ans et ça s'arrête. Et en fait, je suis jeune, donc je comprends pas vraiment, donc j'en veux beaucoup à Sully à ce moment-là. On s'est pas vraiment parlé pendant quelques années, parce que je comprenais pas en fait pourquoi je faisais du si bon taf et pourquoi ça s'est cassé, tu vois. J'étais vraiment sur moi. J'étais un peu plus jeune, t'as pas la vision globale de tout le business et les problèmes que lui avait. Et donc, en fait, entre-temps, j'ai rencontré la personne qui deviendra mon meilleur ami, Didier Piquen. Lui a été chez Urban Act. Que je salue au passage. Voilà. Lui était chez Urban Act en tant que cadre, à l'époque où moi, je distribuais des flyers. Donc, on se rencontre, on se check, et puis on devient vraiment potes. Et lui arrête Urban Act. Et moi, Royal Wear m'arrête. On va dire dans ce sens-là plutôt. Et on se rend compte qu'on est là, on sait pas trop quoi faire, en fait. On a plein de volonté de faire des choses parce qu'on sait qu'on est talentueux. Mais donc, on sort beaucoup. On sort beaucoup parce qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre. Vous avez quand même... Enfin, toi, tu commençais à avoir pas mal de contacts aussi par rapport à... mais j'étais au max de Royal Wear. J'avais créé au maximum le fanzine, mais qui était quand même un magazine indépendant, tu vois, que c'était pas une grande chose. Et moi, ça fait 3-4 ans que je fais que Royal Wear.
Donc moi, je suis au max de Royal Wear, et à ce moment-là, je n'ai rien d'autre à proposer. Parce que je suis intégré totalement et à 100% sur la marque, et la marque s'arrête. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai jamais été hautain, j'ai pas pété les plombs, donc les gens sont tristes pour moi et ne me boycottent pas. Mais en soi, à ce moment-là, la marque s'arrête du jour au lendemain, moi je ne sais pas quoi faire. Parce que je peux pas créer une marque comme ça. J'étais dans la communication, donc j'étais même pas dans la créa vestimentaire, donc j'ai même pas pris des skills par rapport à ça. Donc moi, je sais juste communiquer. Et je sais pas quoi faire, tu vois, je veux dire, vraiment. Donc on sort beaucoup avec Didier et on se rend compte que on fait un constat qui était déjà d'entrepreneuriat sans le savoir, qui était déjà une création de projet. On fait le constat que pour avoir une bonne soirée, lui et moi, on doit faire 3 soirées. On doit aller au Gibus, pour ceux qui ont connu cette ambiance, pour avoir vraiment, c'était la République, c'était une boîte hip-hop, pour avoir des sons qui nous plaisent. On doit aller sur les Champs-Élysées, pour avoir un peu cet esprit un peu, tu vois, bling, classe, et passer une vraie soirée un peu stylée, tu vois ce que je veux dire. Et on doit aller dans des soirées soul, qui avaient lieu sur les quais de Valmy ou aux Abbesses, etc., pour pouvoir discuter musique avec des personnes un peu plus, tu vois, aguerries aux vraies musiques, pour parler à des filles qui sont un peu moins bling-bling que les filles qu'on vient de croiser sur les champs ou en mode hip-hop, etc. Et on se dit, c'est con que ces communautés-là ne se parlent pas, en fait. Tu vois, que nous, on les connaisse tous. Mais que eux ne se mélangent pas, finalement. Voilà. Mais que les gens de la soul n'auraient même pas idée de venir sur les champs faire une soirée, alors que c'est bien aussi. C'est une ambiance différente, mais c'est bien aussi. Et que les gens du hip-hop se disent que la soul, c'est l'ennui, que les bling, c'est trop cher. Enfin, tu vois, il y avait toujours des clichés qui vivaient à travers ces soirées-là et où les gens, en fait, se plongeaient dedans. Et on se dit, en fait, on a envie de faire cette soirée. On a envie de créer ce moment-là, on a envie de créer cet événement-là. Didier faisait déjà un petit peu de soirée, il avait créé quelque chose qui s'appelait la Rimshot Party, qui était vraiment un bel événement. Et on se dit, bah, tu sais quoi, je sais communiquer, tu sais faire des soirées, mettons nos forces ensemble et créons la meilleure soirée de Paris. La soirée que les gens n'oublieront jamais de leur vie. Qui s'appellera Hip Hop Love Soul. Hip Hop Love Soul, ouais. Et on lance cette soirée, je m'en souviens plus, je crois que c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons, et on lance cette soirée le 14 juillet. La pire des dates pour lancer une soirée. Bah oui, mais clairement, mais voilà. Qui a l'idée? Bah non, c'est pas une idée, c'est qu'on va voir une salle qui s'appelle la Seine-Bastille, avec laquelle on bosse un petit peu déjà, et qui nous disent, ouais, bah, il reste une date, personne la veut, si vous voulez lancer votre nouvelle soirée, bah, allez-y, prenez-la. Et nous, en fait, hip-hop. On se dit, ok, bah, on a une salle, on a un truc, on y va. Et on défonce toute la communication dans Paris. Moi, c'est-à-dire que je m'étais fait un plan où il fallait que les gens entendent parler de la soirée toute la journée. Donc le matin, tu vas au taf. Donc on avait fait des trucs sur les bus, tout ça, etc. Des affiches que tu collais. Ouais, exactement, parce que je venais de là, Urban Act. Après, t'es à l'université. Donc on avait contacté les BDE, tout ça, pour les inviter, pour machin, pour qu'ils viennent et tout, etc. Ensuite, tu rentres chez toi, t'écoutes la radio. Donc on avait pris, on envoyait des places à gagner sur Génération, sur les soirées, sur les radios, etc., etc. Le soir, on t'envoyait un message sur MySpace à l'époque, sur tout ça, tu vois. On était du matin au soir, t'entendais parler de la soirée, en fait. Du matin au soir. Et après, nous-mêmes, on sortait avec des t-shirts Hip Hop Love Soul dans les autres soirées des gens. Comme ça, quand t'avais fini d'entendre parler de nous, quand tu sortais, tu nous revoyais encore, nous, en tant que personne, pour parler d'Hip Hop Love Soul, et on te disait, on allait flyer nous-mêmes en disant, ouais, viens notre soirée, elle est mieux que celle-là. Enfin, tu vois, on était vraiment, disons, du marketing agressif. Et le 14 juillet, le fameux 14 juillet arrive, pendant que Didier est en train d'organiser la soirée, moi, je suis encore dans la rue, à Bastille, en train de dire aux gens, ouais, venez, on fait une soirée ce soir et tout, parce qu'on avait payé les flyers, on n'avait pas d'argent. Et en fait, on voulait rentabiliser toute la communication, donc il nous restait un paquet de flyers. Donc le dernier soir, encore, je suis en train de flyer, et la soirée s'ouvre et carton plein. Et carton plein, quoi. Carton plein, alors que personne ne paye une soirée le 14 juillet, ça n'a aucun sens. Le 14 juillet, t'es dehors avec tes potes, tu bois des coups, et voilà. Mais là, les gens étaient venus,
Et on a fait 2 ans comme ça à la Seine-Bastille tous les mois. Et après, les gens commençaient à être vraiment collés contre les murs, on n'en pouvait plus, tu vois, c'était plein. On ouvrait la soirée était pleine, les gens étaient dégoûtés de ne pas pouvoir rentrer. Et on a un problème, c'est que la Seine-Bastille, c'est un cachet un peu particulier. C'est une boîte un peu rustique, tu vois, c'est du bois, c'est à l'ancienne. Et on pouvait pas déplacer cette soirée vers un club, ça aurait tué l'état d'esprit de la soirée. Et donc on prend le pari de louer l'Élysée-Montmartre pour en faire une soirée, ce qui ne se faisait pas avant en fait. Tu vois, il y avait des balles l'après-midi, mais il n'y avait pas de soirée hip-hop, il n'y a pas de soirée tout court, et encore moins de soirée hip-hop dans ça. Donc on a été obligé d'aller à l'Élysée-Montmartre, de leur expliquer ce qu'on voulait faire, de leur montrer les plans, de leur dire, de faire un dossier, de payer d'avance. Ça, je n'oublierai pas. De payer d'avance la salle, alors que personne ne paye une salle d'avance. Normalement, tu donnes des arts et tu payes après. On avait payé d'avance grâce aux deniers qu'on avait gagnés en 2 ans à Seine-Bastille. Et on lance la soirée, et là, c'est le début j'ai envie de dire, d'une nouvelle vie même. On a fait l'Élysée-Montmartre, le Bataclan, la machine du Moulin Rouge, etc. Et on a fait ce qui est devenu la plus grosse soirée hip-hop de Paris. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Moi, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Mais après, il a continué. Ah ouais, DJ a continué. Il est toujours dedans. Il continue toujours, il est à fond, il n'y a aucun souci entre lui et moi. C'est juste, moi, au bout de 10 ans, Tu avais fait le tour finalement. Ouais, j'étais KO. Et puis surtout, tu sais, c'est justement à ce moment-là qu'on arrive au maximum, l'agence de communication. J'étais frustré en fait. J'étais très frustré parce que moi, je gérais la communication des soirées et des concerts, parce qu'on a commencé à faire des concerts aussi. J'allais te demander justement à quel moment tu arrives. Ouais, en fait, quand Hip Hop Lost Soul fonctionne, on a une routine qui s'installe, et en fait, on connaît les salles, parce que nos soirées se font dans des salles de concert, et pas dans des clubs. Et donc, on connaît bien les salles, on connaît les organisateurs, ils savent qu'on est super carré, et on commence un peu à diversifier l'activité. Et en gros, on a fait les concerts de Anthony Hamilton, de Rick Ross, de énormément de Jamaïcains. On a fait quasiment tous les Jamaïcains à Paris, on les a fait venir, les gros Jamaïcains de l'époque, hein, tu vois. Buzzy, Mavado, on a fait vraiment tous les shows de l'époque. Et ouais, super période, mais moi je suis frustré parce que je vois à quel point on communique et la force de la communication que j'ai entre les mains. Et j'ai une frustration quand ça s'arrête à 6h du matin, tu vois, parce qu'après les gens rentrent chez eux et toi tu rentres chez toi, et il n'y a pas de continuité. Ouais, de continuité de mouvement qui s'enclenche en fait. Et ça me frustre, vraiment, de me dire que tu fais tout ça de trucs pour vendre des tickets, la soirée se passe, le concert se passe, et tu passes à autre chose. Et je trouve ça frustrant parce que moi je communique avec les gens, je parle avec les gens, et j'ai envie de faire des choses en continu avec eux en fait. Et donc je lance l'agence de communication, donc j'explique à mes associés que moi je vais doucement me diriger vers autre chose, on sépare les structures sereinement, sans embrouille ou ça, et moi je monte mon agence de communication, et d'ailleurs mes premiers clients seront Didier et Cyril à l'époque, nos associés, parce que justement j'avais pas encore de clients, je sais pas comment faire. C'est quoi le plus compliqué dans l'organisation d'un concert? En réalité, c'est de maintenir tes équipes, toutes les parties, de les maintenir dans un sérieux et dans un rush constant. Parce que quand t'es producteur de concert, en soi, toi, tu ne fais rien, techniquement parlant. Tu organises le tout, tu prends la responsabilité, mais il y a des régisseurs, il y a les gens de la salle qui gèrent leur salle, il y a le manager, le tour manager de l'artiste qui gère la présence de l'artiste, ce qu'il a à faire, etc. Il y a le DJ qui, enfin, entre guillemets, je caricature, mais il y a le DJ qui met le son, il y a la sécu qui fait la sécu. Toi, tu ne fais rien. Toi, t'es un chef d'orchestre, en fait. Et le plus compliqué, c'est ça. C'est que tout soit, au même moment, parfaitement imbriqué et géré. Tu vois, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas la sécu qui gère mal l'entrée pour une soirée, par exemple, et qui, même pour un concert d'ailleurs, et qui en fait, avec l'entrée mal gérée, fait 1500, 2000, 5000 personnes rentrer de manière frustrée, agressive, qui vont te gâcher ton moment, tu vois. Si l'entrée est fluide, à l'intérieur, ce sera fluide. Pareil, tu vois, si le vestiaire prend du temps,
bah ta soirée elle a beau être sympa, si tu restes 1 heure au vestiaire, t'es dégoûté en fait d'avoir raté 1 heure du concert. Enfin tu vois, il y a en fait tous les petits détails, c'est de gérer tous les petits détails. Quand l'artiste arrive, est-ce qu'il est bien reçu, est-ce qu'il a bien voyagé, est-ce qu'il mange bien, etc., etc. Ça, t'as quelqu'un qui s'occupe de ça pour ça normalement dans ton organisation, mais c'est à toi de voir si ça se passe bien. Et tout ce qui se passe dans le concert, le son, je suis pas ingénieur du son, mais à un moment donné, est-ce que t'as pris le bon ingénieur? Parce que faire un concert d'Admiralty, comme on a pu le faire, c'est pas faire un concert de Rick Ross, comme on a pu le faire. Tu vois, t'as certaines personnes qui savent gérer un concert afro-caribéen avec des musiciens et des personnes qui savent gérer un concert avec un artiste américain qui vient avec un DJ. Il y a vraiment le choix de tout et ta responsabilité pour que tout se passe bien au même moment. Et moi, je lisais aussi que justement, tu plaçais l'humain au centre de tout. Et dans cette organisation, forcément, dont tu parlais d'un artiste dont on n'est pas obligé de le nommer. Tu peux. Que certains, surtout les Américains, c'était beaucoup plus compliqué parce que finalement, même si les choses étaient bien organisées, tu es jamais à l'abri de il vient pas, un souci particulier. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote d'un événement particulier où ça a été compliqué, mais ça s'est fait avec un artiste? Vibes Cartel, on a été à vérifier, mais pour moi, on a été les premiers à pas le faire, parce que je vais t'expliquer, mais en tout cas à le programmer. Et écoute bien le timing du truc. On programme Vibes Cartel, je fais le flyer, parce que c'était moi le graphiste de Make It Clap, je fais le flyer, j'envoie le flyer à l'imprimeur. À l'époque, ça prenait 1 semaine pour recevoir tes flyers. Le temps que j'envoie les flyers à l'imprimeur, je mets l'annonce du concert à la Fnac et je fais une annonce sur Internet. Le temps que les flyers arrivent, le concert était complet. Et c'était rare à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui où t'avais Internet, où il fallait quand même que le bouche à oreille passe et que, tu vois ce que je veux dire, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait Internet mais pas les réseaux sociaux à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où je mets le concert, je me souviens de cette sensation de recevoir les flyers alors que le concert est complet. Donc en fait, réussite totale pour un artiste. Dans la stratégie de com que... Ah ouais, non mais c'était même, là pour le coup, sincèrement, je peux pas me jeter des fleurs moi-même, c'est juste, là pour le coup, Didier et Cyril qui, eux, choisissaient les artistes. Moi, je gérais la communication et leur rôle à eux, c'était de choisir les artistes et de produire. Ils ont choisi l'artiste qu'il faut au bon moment, dans la bonne salle qu'il faut. Quand le public ont eu cette information-là, ils se sont juste passé l'information et c'était complet. Donc moi, c'est nickel. Moi, j'ai rien à faire et tout, machin, pas de problème. Sauf qu'on apprend quelques jours après qu'il s'est baladé dans les rues de Jamaïque avec une calache, qu'il a commencé à tirer en l'air et tout, etc. Visa, passeport annulé, machin, etc. Il était pas encore en prison, mais visa annulé, il peut pas sortir du pays. Il s'est fait arrêter, pas sortir du pays. Donc t'as un concert complet, t'as tout ce qu'il faut, t'as la salle complète, tout ça, machin, t'as la salle qui est là, avec qui on bosse depuis je sais pas combien de temps, et concert annulé parce que en fait le gars est bloqué en Jamaïque. C'est quoi la suite? Comment on l'annonce? Dans quel état vous êtes? Là, pour le coup, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait. Donc après, on annonce clairement la vérité au public en disant, suite à un comportement irrationnel et pas approprié de l'artiste, on est dans l'obligation d'annuler le concert et tout le monde sera remboursé et voilà. Mais ça, c'est perte de temps, perte d'argent, perte une opportunité en or, parce que quand tu fais ça, tu te doutes bien qu'on n'aurait pas fait qu'une salle. Enfin, qu'on n'aurait pas fait qu'une date. On aurait multiplié les dates autant de temps qu'il se reste à Paris. Et voilà, frustré, parce qu'en plus, après, des années plus tard, d'autres l'ont fait, ont eu le même carton, mais on aurait été les premiers, tu vois. Mais après, c'est, encore une fois, l'événementiel, ça porte bien son nom. C'est des événements, c'est des impondérables, ça peut arriver. Et si on prend l'opposé, une anecdote où ça a très bien fonctionné, peut-être un artiste qui t'a marqué plus qu'un autre. Franchement, je peux pas citer autre chose que je pense que ce qui restera le moment le plus incroyable de ma vie, c'est quand on a fait Akio à l'Olympia. Donc déjà, rien que le fait de le dire, déjà tu comprends tout de suite le côté grandiose de la chose. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait réservé
tu sais, à l'Olympia, il y a un balcon mythique qui est un peu, tu vois, les premières places du balcon sont les places les plus demandées depuis l'époque de Johnny, tout ça, etc. Et on avait réservé ces places-là pour notre famille. Et à Quillo, tu vois, pour des Antillais de manière générale, des Guadeloupéens, des Martiniquais, etc., c'est quelque chose de fort. Ah oui. Et tu sais, il y avait une sorte de... Malgré tout, même si ça fonctionnait bien, même s'il y avait eu Royal Wear, tout ça, etc., l'événementiel pour tes parents, c'est particulier. Tu vois, même quand ça réussit, même quand t'es serein, même quand t'as des bureaux, tu les fais venir dans ton bureau, etc., t'as des employés, mes parents connaissent Didier, tu vois, ils voient que tout se passe bien, etc. On est tous heureux, mais ça reste quand même... Les gars, vous faites des soirées, vous faites des concerts, tu vois, ça reste quand même quelque chose de pas sérieux, même si ça fonctionne, tu vois. Tu peux pas me dire que dans 50 ans, tu feras des soirées, tu vois. C'est comme ça que les parents voient les choses. Mais là, quand tu dis à ta mère, voilà, tiens, on fait à Quillo à l'Olympia, et je t'ai gardé la place au balcon. Et l'Olympia, tu sais, en plus, c'est une salle qui parle aux parents, parce que c'est une salle ancienne, et même s'ils y ont pas forcément été, mais tu sais, ils ont vu des images de Johnny, d'Edith Piaf, d'Aznavour, tu vois, dans ce lieu, en fait, qui est incroyable pour la France, tu vois. Pour la représentation, pour eux, c'est fort. Et toi, tu ramènes Akio, mais tu sais, quand j'étais petit, moi, quand j'étais enfant, il y avait Akio, tu comprends ce que je veux dire? Et ça existait déjà, c'est eux Akio, en fait, plus eux que nous, en réalité. Aujourd'hui, on a rattrapé l'histoire parce qu'on a vieilli. Le moment où nous, on fait Akio, c'est limite, mon père me dit, mais comment t'as fait ça? Ça aurait été plus logique que je fasse Michael Jackson que Akio. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on fait le concert. En plus, c'est incroyable, c'est complet, ça se passe super bien. Et ils sont dans une place incroyable. Et ça, c'est le meilleur souvenir de toute la période où j'ai fait des événements. J'ai fait des concerts qui, à titre personnel, en termes de culture hip-hop, tout ça, etc., me parlent beaucoup plus. J'ai fait des concerts qui étaient beaucoup plus grands. On a participé à la première partie de Kassav, en l'occurrence Admiral, au Stade de France, tu vois, ça c'est des choses magiques, etc. Mais cet événement-là particulièrement, et cette vue que j'oublierai jamais de ma mère, tu vois, des parents de Didier, de Cyril qui étaient là comme ça, à l'Olympia, non, ça c'était magique. C'était magique. Du coup, on avance un petit peu, et je fais un bond bien sûr. Au maximum. Ouais. Ensuite, il y a cet écosystème qu'on connaît aujourd'hui, dont notamment le dernier, tu me disais, c'était au Max Books. C'est ça. Qui naît d'une frustration. Toujours. Toutes mes boîtes sont... Finalement, toi, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est que tu peux pas partager avec d'autres francophones les lectures que toi, tu as. C'est ça, parce qu'en fait, je lis énormément de livres en anglais. Et en fait, j'en sors parce que... Alors, je lis énormément de livres en anglais parce que je ne trouve pas des références, des influences, des choses qui me ressemblent dans les livres en français. Sachant que toi, tu es fan de Jay-Z, c'est ton rappeur préféré? Exactement. C'est mon rappeur préféré, ouais. Et des 50, etc. Ouais, mais oui, je te suis à 100%. Mais au-delà de ça, quand quelqu'un... T'as beau me raconter ton histoire en me disant que t'as réussi à faire ci, à faire ça, mais en fait, tu viens pas de l'endroit d'où moi je viens. T'as pas vécu les mêmes choses. T'as pas vécu le racisme comme moi je l'ai vécu. T'as pas vécu le fait de rentrer dans une banque pour demander un prêt. Et en fait, on te demande qu'est-ce que tu fais là, comme si tu venais voler la banque. Tu vois, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses qu'on a vécues. Et t'as pas... Peut-être que tant mieux pour toi, mais peut-être que toi, t'as discuté avec tes parents de monter ta boîte à 20 ans, etc. Moi, mes parents, dans tout l'amour qu'ils ont pour moi, ils me disaient et une petite vie rangée, tranquille, fais pas de bruit, etc. Donc, quand tu me parles de ton histoire en me disant que t'es un self-made man, en fait, on n'a pas les mêmes rapports. Donc, je ne peux pas, en fait, partager ton histoire et être content pour toi comme je devrais parce qu'on n'a pas les mêmes vies, en fait. Et cette vie-là, moi, je me reconnais plus dans des entrepreneurs américains, afro-américains, qui ont vécu dans les mêmes quartiers, voire pire que moi, et qui ont réussi à faire des choses qui me parlent, en fait, en termes de culture. Donc, je vais chercher ces informations-là, là-bas, et je lis des livres américains de producteurs, de rappeurs, d'acteurs, etc. Et je me prends des claques. Je me prends des claques parce que, bien sûr, les Américains sont les pros du storytelling, tu vois, et ils t'expliquent des choses d'une manière qui te prennent aux tripes. Et
Et à chaque fois que je lis un bouquin comme ça, j'ai l'impression que je peux parler à personne parce que soit les personnes ne parlent pas anglais, et tu sais, c'est chiant quand on te raconte un film que t'as pas vu. Tu vois, c'est jamais la même émotion. Tu comprends ce que je veux dire? Soit les personnes parlent anglais, mais ont la flemme totale de lire un bouquin en français. En anglais en entier. Mhm. Donc, je suis tout seul. Quasiment, tu vois, autour de moi, je suis tout seul. Et à ce moment-là, je me dis non, il faut que je fasse quelque chose. Et je vais régulièrement à New York à ce moment-là, et je prends des rendez-vous avec les maisons d'édition américaines, en disant, mais à la base, c'était même pas la... Il y avait une volonté de faire quelque chose, mais je voulais des réponses. Pourquoi ces livres-là ne sont pas traduits en français? Et ils m'expliquent que c'est pas que eux ne veulent pas le traduire en français, c'est pas que eux sont anti-français, tu vois. C'est que, en réalité, les maisons d'édition françaises ne s'intéressent pas à ces livres-là. Quand Barack Obama sort un bouquin en France, aux États-Unis, il a un éditeur en France, il a un éditeur en Chine, il a un éditeur dans les pays hispaniques, il a un éditeur en allemand, etc., etc., tu vois. Et ça, c'est dealé même avant que le livre soit sorti, tu vois, c'est comme ça, c'est organisé. Et quand les livres afro-américains sortent, mais il y a personne en France qui s'en occupe. Et eux ne peuvent pas débarquer en France en disant on parle français, on va à la Fnac, tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas ce réseau-là. Eux, ils sont dans leur réseau américain, voire anglais. Tu vois, le Royaume-Uni, tu vois, voire Royaume-Uni, tu vois, mais c'est maximum. Et encore, il y a des maisons du Royaume-Uni qui s'occupent de mettre en place les bouquins, même en anglais. Bref, et ils me disent, et moi je leur dis, mais vous savez, en France, on regarde Insecure, j'ai produit le concert de Rick Ross, on connaît 50 Cent, voilà, il y a des choses à faire et tout. Et ils me disent, ouais, mais si personne ne le fait, on peut pas le faire. Et ben je dis, bah moi je vais le faire. Et ils me disent, mais comment vous allez faire si vous avez jamais fait de bouquin? Je dis, ben je vais apprendre à faire des bouquins, on va faire des bouquins. Et donc le premier bouquin dont j'achète les droits, c'est le bouquin de Issa Rae, parce que cette actrice, productrice, réalisatrice, scénariste, et plein d'autres choses, entrepreneur à succès, me parle, et que c'est une personne tellement motivante que je me dis que au pire, si je me foire, j'aurais quand même bossé avec quelqu'un qui est incroyable, tu vois. Je sais que je vais pas me foirer, mais au pire, je me dis, c'est avec elle que je vais vraiment travailler. Et donc, j'achète les droits du bouquin d'Issa Rae, Les mésaventures d'une meuf noire maladroite, qui est notre premier bouquin. Droits internationaux. Droits internationaux en français, ouais. Ce qui est important, puisqu'après, je lisais que tu avais cette envie aussi de vouloir t'étendre sur le continent africain. Ah ouais, de toute façon, maintenant, c'est la francophonie. La France, on est en place. Maintenant, c'est la francophonie qui prime, de manière générale. Pourquoi cet attrait, cette intention à vouloir t'étendre, notamment sur le continent africain? 2 raisons principales. La première, c'est parce que je pense que on a le même problème dans les pays africains francophones qu'ici. C'est-à-dire qu'on rêve d'aller loin, on rêve de faire de grandes choses, mais on manque de modèles. Et en termes de rôle modèle, les Américains ont, quoi qu'on en dise, un rôle incroyable. Et que en fait, il y a énormément par l'histoire malheureuse, il y a énormément de francophones en Afrique. Et donc ça, c'est le côté, entre guillemets, altruiste de la chose. Et il y a le côté business. Il y a le côté business qui est purement et simplement, quand tu regardes une carte de la francophonie, tu te rends compte qu'il y a énormément de francophones partout au Canada, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, etc. En Asie, tu vois, il y a énormément de zones francophones. Et que ce sont des marchés où on peut se comprendre parce que pour avoir déjà été au Sénégal, pour avoir déjà été dans différents pays d'Afrique, au final, on a les mêmes rêves. On rêve de rencontrer 50 Cent, on rêve de Rick Ross, tu vois, ce sont des stars internationales, et ça leur parle aussi là-bas. C'est bien que tu me fasses la transition déjà toute faite. Dis-moi. Ces personnes-là, toi, tu les as rencontrés. Ouais. C'est des gens dont c'était des modèles pour toi. Ah, tu peux même dire fan, hein? Tu étais fan? Ah ouais, fan. Vous dites que tu les côtoies. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait quand finalement tes modèles deviennent des contacts? Des collègues de bureau. Des collaborateurs, des gens avec qui tu bosses, avec qui tu fais du business. Bah, c'est justement ma grosse question en ce moment. C'est ma grosse interrogation, c'est ma nouvelle frustration. C'est que
après toutes ces années, et en toute modestie, après tout ce que j'ai pu faire et réaliser dans le concret de la chose, je suis très, très déçu de la manière dont je suis considéré. Par ces gens-là. En France. Ah. En France, quand je vois l'amour que je reçois quand je suis aux États-Unis ou quand je rencontre des... Pour te raconter une anecdote, le bouquin de 50 Cent devait sortir en mars 2023. Il était déjà prêt, en mars 2023. Et je vois qu'il vient faire des concerts en France en octobre 2023. Donc je me dis que je vais reculer la sortie pour justement être raccord avec sa venue en France. Et entre mars 2023 et octobre 2023, j'envoie des mails à tous ses collaborateurs francophones. Producteurs, tourneurs, maisons de disques. J'envoie des mails, j'appelle, je contacte. Quand je dis j'envoie des mails, c'est que je fais tout en fait, tu vois. Et personne me calcule. Lorsqu'on me répond, on me dit que c'est compliqué, mais non, ça va pas le faire. Faut savoir qu'à ce moment-là, je sors du succès de Rick Ross. Rick Ross, numéro 1 sur Amazon, livre le plus offert sur Amazon, numéro 1 en catégorie économie de la musique, Rick Ross qui a partagé le bouquin. Enfin voilà, je sors d'un succès. Je ne suis plus une jeune maison d'édition qui tente de faire les choses. C'est en quelle année ça? Quoi, Rick Ross? Ouais. Rick Ross c'est 2022 et alors, 50 Cent 2023. Je te sors un petit chiffre, même s'il il vient après, parce que c'est l'industrie quand même, bon, c'est les livres. Bien sûr, bien sûr. C'est pour que les gens se rendent compte. Donc, premier trimestre 2023, 850 millions de chiffre d'affaires, je vois, dans la vente de livres. On parle d'industrie du livre, hein, pas de moi. C'est ça. Je précise. Je précise. Non, mais c'est bien de le préciser parce que on n'a peut-être pas conscience finalement de l'importance et de la place du livre. Et toi, tu es félicité par la FNAC, mais pas que. Donc finalement, je comprends ta frustration de te dire que tu n'es pas reconnu finalement par tes pairs. C'est ça. Mais surtout, je suis pas reconnu et en fait, je mets rien de personnel là-dedans. Je parle vraiment simplement de logique économique. C'est-à-dire que je suis en fait l'éditeur français de 50 Cent sur son livre. Et en fait, il vient en France. Donc techniquement, je demande pas en fait un service. Je suis pas un fan qui demande une photo pour mettre sur son Insta. Là, en fait, je parle juste en fait business en disant voilà, j'ai un produit culturel de votre artiste. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en termes de promotion? Combien ça coûte? S'il faut payer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en partenariat? S'il faut faire un partenariat, etc. Et tout est compliqué en fait. Et ça, c'est un vrai dilemme qu'on a en fait souvent en France. C'est que tout est compliqué alors qu'on ne sait pas pourquoi c'est compliqué. Donc à ce moment-là, je me dis tu sais quoi, Alexis, on va pas se prendre la tête. On va la faire comme en fait au départ. Et en fait, on va faire les choses simplement. Il a 4 dates, donc j'ai acheté 4 billets, mais pas 4 billets VIP ou voilà. J'ai juste acheté 4 billets à la Fnac de 50 Cent. Nantes, Strasbourg, Nice et Paris. J'ai acheté mes billets de train et j'ai pris des chambres d'hôtel dans chaque ville où j'étais. Et je me suis dit, quand il sera à Nantes, à Strasbourg et à Nice, j'y serai. Et advienne que pourra. Première date, Strasbourg. J'arrive dans la salle et en fait, je me remarque que le merchandising est géré par des Américains. Je vais les voir, je leur explique, voilà, je suis tout seul, je suis venu pour le concert, j'ai le bouquin, j'aimerais linker 50 Cent et tout, machin. Ils me disent, t'es tout seul, t'as le bouquin, ok, ben à la fin de la soirée, attends là et en fait, on va te mettre en relation, quoi. 2 phrases. Et te mettre vraiment en relation, il n'y a pas de... La photo est là pour le coup. Okay, oui, la fameuse photo, c'était dès la première date, alors. Première date. Et c'est là où tu vois, et c'est ça en fait, tu vois, comment tu peux te battre autant dans ton propre pays quand t'as tout fait correctement, hein, tu vois, j'ai les contrats, tu te doutes bien que si je sors un bouquin de 50 Cent, les contrats sont béton, armés, y a pas de souci. Comment tu peux avoir autant de difficultés à gérer ça à Strasbourg alors que des Américains te font la passe, tu vois, alors que t'es censé être chez toi, tu vois, pas ce que je veux dire. Mais les Américains, ils font pas ça
par gentillesse ou par altruisme. Le mec, il se doute bien que il y a un contrat avec 50 Cent, que plus il va faire une photo avec 50 Cent, plus ça va mettre en avant son artiste, et peut-être plus qu'il va vendre des t-shirts et du merchandising, ou il va après, en coulisses, aller voir 50 en disant « Ah, t'as vu, je t'ai ramené ton éditeur américain, c'est grâce à moi que tu l'as rencontré. » Donc, tu vois, ça le fait aussi, lui, briller un petit peu auprès de la star. Enfin, tu vois, c'est pas de la gentillesse, c'est juste, en fait, on est là pour travailler. Donc, en fait, travaillons tous ensemble, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est de libérer un produit et de faire de l'argent. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faisons de l'argent ensemble. Ok, t'as tout géré correctement pour avoir ton produit carré. Travaillons ensemble. Et c'est comme ça que je me retrouve avec Rick Ross à Paris et qui se retrouve, lui, à Amsterdam, en train de distribuer des bouquins aux gens en disant que t'as acheté son bouquin alors qu'il est à Amsterdam. Bon, voilà. Et c'est comme ça que je me retrouve à Cannes avec Issa Rae, en train de discuter du bouquin qu'elle rêvait d'avoir entre les mains, etc., etc., parce qu'elle m'a invité et que j'ai été là-bas. Parce qu'en fait, on n'est pas, c'est pas c'est pas ni amical, je me fais pas d'illusions, c'est pas ni amical, ni de la gentillesse, c'est juste qu'en fait, on travaille ensemble. Tu vois, on travaille. C'est simplement ça. Ce serait quoi pour toi j'ai dit la réponse, l'artiste avec qui tu aurais voulu travailler sur Max Books? Jay-Z. En fait, c'est super paradoxal parce que son bouquin, je suis en train de le négocier depuis longtemps. Parce que c'est compliqué. Il est pas milliardaire pour rien. Mais c'est pas quelqu'un forcément que j'aurais envie de rencontrer. Parce que je me suis tellement fait... tu l'as tellement idolâtré, voilà, une image exactement. Je me suis tellement fait de films autour de lui, il a tellement marqué lui, ou tu vois, la rencontre avec Damon Dash aussi a été particulière dans mon parcours, plusieurs fois en plus, tu vois, on s'est vraiment rencontrés régulièrement tous les 5 ou 10 ans, voilà, j'ai parlé de ce que je faisais, tout ça, etc. Damon Dash, qui est l'associé de Jay-Z, qui était l'associé de Jay-Z à l'époque, où ils ont monté Rockefeller. Et c'est pas quelqu'un que j'ai forcément envie de rencontrer parce que je ne veux pas être déçu de la rencontre, et surtout, j'espère le rencontrer un jour où j'aurai quelque chose à lui dire. Si c'est pour le rencontrer en tant que le Xème fan qui va lui dire qu'il est incroyable, qui t'a inspiré, etc. Ouais, bof. À la rigueur, si c'est une rencontre comme 50, où en fait, on a travaillé ensemble sur un projet, j'ai travaillé sur un projet et je l'ai mis en avant, etc., et qu'on se parle pour discuter de quelque chose de concret, ouais, y a pas de problème, je signe demain. Si c'est juste pour, au final, j'ai vu tous ses concerts depuis qu'il vient à Paris, j'ai vu tous ses concerts. Sauf au Stade de France avec Beyoncé, tout ça. Mais en tout cas, j'ai vu tous ses concerts. Et en fait, ouais, ça me dérange pas d'être un fan de Jay-Z. Mais le rencontrer et discuter avec lui en tant que fan, ouais, ça m'intéresse pas forcément. Et est-ce que le rencontrer dans le cadre du business? Ah oui, non, mais alors ça, ouais. Ce serait pas aussi pour toi avoir fini le jeu? Non, le jeu ne finit jamais. Vraiment, ça, c'est un truc dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui a tué certains entrepreneurs, dont Damon Dash, qui est mon modèle, c'est de se dire que le jeu est fini. Tu vois, par exemple, je vais te parler d'un autre entrepreneur qui s'appelle Steve Stout, qui est aussi un associé de Jay-Z dans certains business, qui en fait, l'anecdote un peu sympa avec lui, c'est que il était dans la musique, donc haut placé, il a signé Nas, il a signé plein de gens, et il a bossé sur la BO de Men in Black. Donc avec Will Smith, tout ça, voilà, les titres. Et il s'est rendu compte que Ray-Ban, donc avec les lunettes de Men in Black, tu vois, vendait plus de Ray-Ban que lui ne vendait d'albums. Et il s'est dit, mais en fait, je suis pas dans le bon business. Et il avait déjà une quarantaine d'années. Il était il était dans les top exécutifs du music business. Et il s'est rendu compte que pendant que lui, il galérait à faire des clips, etc., bah en fait, Ray-Ban vendait un paquet de lunettes juste parce que Will Smith était dans un clip en train de faire Will Smith, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Et il a arrêté, il a démissionné de son poste, il est retourné sur les bancs de la fac pour apprendre le business à un autre niveau, et il a depuis monté une agence de communication qui est reconnue à travers le monde et qui fait énormément de spots, qui fait des opérations incroyables. Et dernièrement, à plus de 50 ans, il a monté une application de distribution musicale pour les indépendants
en mettant cette application-là en relation avec la NBA, avec plein de sociétés énormes. Et quand tu es distribué par lui, tu as l'opportunité d'être diffusé pendant les matchs d'NBA. Ah oui, Et je te laisse imaginer la diffusion. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui aurait pu rester tranquillement dans son game de musique et se faire des millions chaque année. Mais il a décidé d'aller plus loin. Et moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que sur le papier, au MaxBook, ça n'a aucun sens. À l'heure du digital, à l'heure où, tu vois, à l'heure où plein de choses se font, etc., monter une maison d'édition, ça n'a pas de sens. Mais l'idée, c'est toujours aller plus loin dans ce que tu veux faire. Donc oui, je serais super fier de collaborer avec la personne qui m'a le plus influencé dans le business, mais il faudra après que je trouve d'autres choses encore. Pour te challenger. Exactement. Au contraire, j'espère que ça me poussera même à aller plus loin, de me dire que j'ai fini un jeu et que maintenant je dois carrément step up et changer de game, quoi. Et du coup, dans la com, tu es dans plusieurs agences, donc l'agence 88. J'ai vu que tu bossais aussi avec Bilal Hassani sur celle de Paris, c'est ça? Exactement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu pourrais nous donner 3 clés fondamentales pour avoir une bonne communication? La première, et c'est toujours ce que j'ai fait, c'est de beaucoup discuter avec l'artiste. Parce que je ne suis pas... non, j'allais prendre des formules un peu polies, mais je suis contre. Je trouve ça stupide de vouloir, de décider ce que doit être un artiste et d'essayer de le façonner. Écouter ce que sont les artistes, ce qu'ils veulent faire, c'est à nous, en tant que communicants, de s'adapter aux artistes. Moi, quand Bilal Hassani, j'ai commencé à bosser avec lui, je n'ai pas changé Bilal Hassani. Bilal Hassani est la personne qu'il est, il est comme il représente ce qu'il doit représenter, et à moi de m'adapter à ce que lui doit mettre en avant. Tu comprends? Et à toi de l'emmener là où il doit être emmené. Quand j'ai travaillé avec David Hallyday, j'allais pas réexpliquer à David Hallyday comment faire de la musique. Il vient d'une famille incontournable de la musique française, c'est pas toi qui vas dire à quelqu'un comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai bossé avec Alpha One qui pour moi est l'un des meilleurs rappeurs français, t'écoutes le mec, t'écoutes ce qu'il veut faire, et tu t'adaptes. Je vais te donner une anecdote par exemple, quand j'ai bossé avec Joker, je connaissais déjà un petit peu, on s'était déjà croisés dans 2-3 soirées, mais on organise une vraie réunion à son label. Premier rendez-vous, il me dit « Alexis, merci, je sais ce que tu fais, je connais ton taf, c'est très cool et tout, etc. Mais moi, je veux plus faire d'interview. » Donc moi, je suis là, censé être communicant, promo, etc. Je me dis « Ok, bon ben, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je l'écoute, je comprends, je bloque pas, je me vexe pas, je me ferme pas, j'écoute l'artiste. Et en fait, je lui dis « Bah, tu sais quoi, la première opération qu'on va faire ensemble, c'est que là, ce que tu me dis, c'est pas que tu veux pas faire d'interview, c'est que tu ne veux plus aller faire des interviews. Tu veux plus faire le train-train quotidien des artistes à aller dans tel média. Et ben, ce qu'on va faire, on va organiser, on va les faire venir à toi. Et j'ai organisé l'interview qui est la seule interview du rap français, de l'histoire du rap français, où t'as autour d'une table tous les médias. Génération, Skyrock, Combini, etc., Au Calme à l'époque, etc. J'en avais fait venir un de chaque, et ils étaient venus à Joker. Tu vois? Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'ai écouté Joker, et j'ai réadapté finalement. Et tu vois ce que je veux dire? J'ai eu l'idée par rapport à ce qu'il me disait. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première clé, c'est de vraiment écouter les artistes. Après, la deuxième chose, c'est de vivre avec son temps. Et à un moment donné, tu peux ne pas aimer TikTok. Sauf que la réalité, c'est que c'est là que ça se passe. Et en fait, les gens pensent que la musique, les artistes en général, pensent que le monde doit s'adapter à eux. Là, je parle du public. Mais le public, en fait, il est là où il est. Mais à toi de réfléchir à ce que tu vas mettre sur TikTok. C'est pas parce que tu es sur TikTok que tu es obligé de faire une danse TikTok et obligé d'être dans les trends. Tu vois, t'es pas obligé d'être là-dedans. Mais les gens sont là. Donc réfléchissons à ce que tu vas y faire. Et ça vient du fait que moi, j'ai commencé tout en bas dans la communication. Je distribuais des flyers dans la rue. Et quand j'avais un concert de reggae à vendre, j'allais pas le distribuer au concert de Mylène Farmer. J'allais le distribuer à un autre concert de reggae. Donc aujourd'hui, tu veux vendre de la musique, et ben les auditeurs musicaux, les principaux streamers, sont sur TikTok. Tu vas pas aller sur MySpace en 2024 dire j'ai un nouvel album.
Donc va là où sont les gens, tu vois. Donc écoutons les artistes, guidons-les pour aller là où le public est. Et une fois que vous avez ces deux paramètres-là en tête, l'originalité. L'originalité, tu vois, c'est-à-dire que moi, les discours, ouais, je veux rien faire parce que PNL l'a pas, parce que PNL fait rien. À un moment donné, PNL, leur originalité, c'est de ne rien faire. a été, de rien faire, tu as compris? Ouais. Voilà, c'est de ne pas parler aux médias. Mais au moment où ils font ça, tout le monde parle aux médias. Donc c'est une originalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ton but, c'est de copier-coller PNL, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si par exemple, ton originalité, c'est de... Je te dis un truc nul hein, qui n'a pas de sens, mais si ton originalité, c'est de parler aux médias de dos, eh ben fais tes interviews de dos. Et tu verras que tout le monde se dira qui est ce gars qui fait ses interviews de dos. Et tout le monde se posera des questions. Le premier gars qui arrive avec une cagoule, on a tous parlé, tu vois, je me souviens plus si c'est Kalash, criminel, ou si c'est C-Boy, ou peu importe, tu vois, mais en tout cas, il y a eu quelque chose comme ça. Et en fait, il faut, une fois que tu as écouté l'artiste, que tu as le réseau qu'il faut pour l'artiste, il faut trouver quelque chose de particulier. Moi, je dis toujours aux artistes avec lesquels je travaille qu'il faut que les gens puissent te définir par la phrase « c'est l'artiste qui ». On peut ne pas connaître ton nom, on peut pas connaître ton morceau, on peut ne pas connaître qui tu es, etc. Mais il faut qu'on puisse dire, tu sais, c'est l'artiste qui a fait ci, qui a fait ça, tu vois, je te veux dire qu'on peut te définir par une phrase qui tout de suite va parler à tout le monde. Une définition. Et que même si ton papa, ta maman ne connaissent pas, il faut qu'ils puissent dire c'est l'artiste qui. Tu vois, parce que ça, moi, c'est de l'école d'où je viens. Tu vois, mes parents, ils connaissaient pas Joey Star, mais si je leur disais, tu sais, c'est le gars là qui passe à la télé, qui machin, qui a fait ci, qui a fait ça, tu vois, ils savaient de qui je parlais. Et ça, c'est quelque chose, si tu n'as pas ça, pour moi, tu peux pas avancer. Tu vois, Jay-Z, eh ben, c'est le mari de Beyoncé. Voilà, il a ce truc-là, tu vois, peut-être que tu connais pas Jay-Z parce que tu connais pas sa carrière, mais tout le monde sait que Beyoncé, elle est mariée avec un mec connu. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça, c'est quelque chose de concret. Et il faut que, dans ta carrière, tu puisses avoir ça. Si t'as pas ça, pour moi, tu seras un nom qui va monter, qui va descendre parce que les noms descendent toujours, mais t'auras pas, quand tu voyais Gainsbourg, tu savais qui était Gainsbourg, même si tu connaissais pas, tu savais qui était ce mec. Le mec toujours sous à la télé, toujours en train de fumer, tu vois. Il faut qu'on revienne. Les réseaux sociaux ont tué ça, je trouve. Les réseaux sociaux ont tué le côté unique des artistes. Quand tu vois les artistes manger, courir, vivre et tout, etc., il n'y a plus réellement de star qui fait rêver les gens et qui est réellement hors du temps. Et pour que le business de la musique redevienne ce qu'il est, il faut que les gens redeviennent des stars. Et pour ça, il faut que tu aies un vrai concept autour de toi. On arrive déjà au terme de notre échange, Alexis. Et du coup, bon, je sais que tu as révisé. La question habituelle, c'est quoi pour toi la définition de la réussite? Je vais te donner deux réponses. Parce que je vais pas faire comment dire, c'est d'être heureux, c'est d'être serein, tout ça. Non, pour moi, tu sais, la définition de la réussite, c'est de pouvoir constamment créer des nouvelles choses sans forcément prendre le risque de tout perdre. Pour moi, c'est ça, être heureux. C'est-à-dire que la réussite, pour moi, c'est la réussite et être heureux. C'est que aujourd'hui, tu vas me proposer un projet demain, je peux concrètement me pencher sur ce projet-là, sans pour autant remettre en question tout ce que j'ai fait au préalable. Tu vois, je peux rajouter tranquillement de la réussite à la réussite. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je considère comme... Quand tu as réussi, pour moi, c'est ça. C'est quand tu peux vraiment avoir un panel de choses autour de toi, devant toi, même des choses que tu ne connais pas, et pouvoir t'y consacrer sans pour autant trembler sur la perte de ce que tu as déjà accompli. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça, pour moi, tu peux par exemple, je trouve que pour les sportifs, c'est super dur.
Parce que tu peux réussir et tu peux être le meilleur sportif dans ta catégorie. Mais une fois que ta carrière s'arrête, bah mine de rien, si t'as pas anticipé comme un LeBron ou comme, tu vois, des gens qui sont vraiment extraordinaires, eh ben, tu dois remettre tout sur le tapis. Et tu dois repartir dans une nouvelle vie sans ce qui t'a permis de réussir. C'est super frustrant quand même, c'est super violent en fait, tu vois, pour les sportifs, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Un Usain Bolt, quand il s'arrête, il s'arrête. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses la question, même si t'as des millions, tu vois, même si t'as réussi d'un point de vue financier, tu dois quand même te remettre en question. Et ben, moi, ma réussite, c'est ça, c'est quand t'as préparé, quand t'as anticipé, quand t'as différents business qui sont déjà en place, et quand demain, tu peux faire ce que t'as envie de faire, sans pour autant être inquiet de perdre ton niveau de vie, de perdre ton entrain, de perdre ta motivation, tu vois, ça c'est dur, je trouve. Bon, pour moi, voilà, elle a la réussite. Merci Alexis. Merci à toi.